Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, c'est JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, on approche d'ailleurs, je vais commencer à faire le décompte, là, mais je crois qu'on arrive à peu près aux 5 épisodes, je pense, ou à peu près. Là, on va regarder, là, C'est mais de la exactement fin ça, c'est de la... exactement ça. En Ouais. fait, celui-ci serait le 5, donc il nous en reste 4 après ça avant d'arriver à la fin de la saison 6 déjà. Donc qui dit fin de saison 6 dit la fin également de la troisième année déjà du podcast. Le temps passe extrêmement vite. On vous fait aujourd'hui un place au débat pour commencer et au son de la cloche. Mon Dieu, on a tellement décidé, on a eu des débats un peu curieux sur la planification du sujet. Donc, le place au débat fourni par Gab et le au son de la cloche fourni par moi sur un coup de tête parce que Gab, et vous le savez, ceux qui nous écoutent depuis assez longtemps, les droits de veto sont en place. Donc, en général, si un sujet ne fait pas, on met un veto. Gab a décidé de mettre un double veto sur mes deux sujets. Donc on a eu un peu, on avait un déjeuner avec des amis ce matin et non seulement on a scrambled pour les eggs, mais on a aussi scrambled pour le deuxième sujet, là, je le cacherai pas. Donc vous allez voir quand même assez intéressant. Ça va beaucoup parler d'ailleurs à notre auditoire de l'autre côté de l'Atlantique. Là, on va parler d'une petite analyse de compagnie. Ça fait quelques temps qu'on l'a pas fait. Mais avant toute chose, et surtout, puisqu'on va parler, comme je l'ai introduit à l'instant, là, d'une compagnie listée européenne, Cocorico d'ailleurs, je mets vraiment la table à fond pour la Voilà. deuxième partie de l'épisode. Je pense que c'est pertinent de faire le disclaimer, surtout également qu'on aura un petit débat là, en début d'épisode également pour le premier segment. Ouais, bah j'ai failli pleurer quand tu as failli annoncer le deuxième sujet, donc sachez-le, mon chauvinisme a repris, on va dire, des couleurs, évidemment, à la vue de ce deuxième segment, mais comme on vous l'a dit, comme JP vous l'a dit, évidemment, ça traitera d'une compagnie qui est en bourse, donc vous le savez évidemment, toute décision d'investissement, bah, c'est vous qui en êtes responsable. Tout ce qu'on parle évidemment dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle, je ne savais pas d'une recommandation officielle de placement, consulter un expert, vous connaissez le truc. J'ai pas la voix pour pouvoir faire le disclaimer complet, mais vous êtes au courant qu'évidemment c'est à vos risques et périls et qu'il faut bien consulter un expert si vous avez des questions sur votre profil d'investisseur en particulier. Ouais, deux segments que je trouve intéressants, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on a utilisé les règles des droits de veto. J'ai On, peut-être pour on exclut JP et inclut uniquement Gab, on va se soulever. Là. Le non, veto, mais t'as quand même fait ton veto sur un de mes sujets qui d'ailleurs traitait du G7. Donc sachez-le, chers auditeurs, si vous vouliez entendre parler du G7, insultez copieusement notre cher JP dans les commentaires. Ce sera de sa faute. En fait, c'était Et l'ironie, c'était l'ironie de Gab qui veut parler de diplomatie mondiale. Là. Ça, j'avoue que ça ah m'a, oui, ça m'a un peu étonné, comme euh, ton point de discussion là, sur l'éthique et la moralité de je sais plus trop quoi là, qu'on parlait dans le stock picking la semaine passée. Là. ah oui, oui, le Altria quand j'avais Et, recommandé. bref, Ouais, ouais. Pas recommandé, oublie pas. Là, ah, dans plein absolument, conditionnel. Là. absolument. Attention, là, on touche, Et au on moins, marche, le on disclaimer marche. est fait, comme on l'a dit. Oui, Je pense que, je On pense va- qu'on est parce prêt que à là, on lancer. marche sur du verre. Si vous devez insulter quelqu'un dans les commentaires, c'est JP, là. Moi, Ah, je... absolument. Non, mais les insultes vont ruisseler de partout là, avant ça, mais vous allez voir, assez intéressant. Vous voyez qu'on est en forme d'ailleurs, malgré l'enregistrement classique du lundi soir. Là. Donc, ça risque d'être un épisode quand même assez intéressant et on commence en force avec le premier segment, le place au débat. Parfait. Donc, sujet un peu énergétique, ça m'intéresse quand même pas mal. Une énergie qui passionne Gab depuis sa naissance, il faut le soulever. Là. Donc, le nom et le thème du sujet est le retour en force du nucléaire. Donc, on ne parle pas d'éolien, on ne parle pas de... En fait, c'est... Moi, je vois le nucléaire un peu comme le seul type d'énergie qui peut être qualifié de renouvelable que Gab s'intéresse parce que c'est vert, mais c'est pas trop vert. C'est un peu ça la position que je vois. Là. Ça sonne un peu de droite, donc Gab, je pense qu'il apprécie un peu le nucléaire. Ça C'est reste une horrible. énergie qui est, tu sais, clairement fait partie de l'objectif de carboneutralité là, qui est en 2050, je pense, pour l'Union européenne. Clairement qu'avec ce qui se passe, avec les objectifs, comme on l'a dit, liés aux émissions de gaz à effet de serre, pardon, mais également toutes les problèmes et les complications qu'il y a présentement avec le coût d'autres énergies en partie non renouvelables, là, comme le pétrole, également ce qui se passe au niveau du gaz naturel avec bon, toutes les contraintes qu'il y a liées à l'Ukraine et ce conflit qui ne se termine pas du tout. Là.
Je pense qu'on ne peut pas seulement parler, surtout pour l'Europe globalement, on ne peut pas seulement parler du solaire et de l'éolien comme étant des alternatives qui peuvent combler le manque à gagner, ça c'est assez net. Et c'est là où je pense que c'est un contexte qui est très... C'est peut-être là le débat, c'est un contexte que moi je vois très axé sur l'Europe présentement. On parle vraiment des économies développées. Je sais que la Chine, la Corée du Sud ont commencé également à en construire, ont commencé à l'inclure dans leur power grid. Au Canada et aux États-Unis, les États-Unis en ont un petit peu. Le Canada, on continue à ne pas vraiment en avoir tant que ça. Le Québec n'en a plus maintenant, d'ailleurs, depuis la fermeture de la centrale Gentilly, très axé sur l'énergie hydroélectrique. Mais je pense que ça doit tomber en ligne de mire, cette transition-là et cette inclusion de l'énergie nucléaire dans les power grids de n'importe quelle économie qui ont les moyens de se permettre d'investir les coûts assez élevés et le temps également qui doit être investi dans la mise en place de centrales nucléaires. Présentement, on voit des gouvernements, puis j'ai quelques stats là-dessus qu'on pourra parler, là, mais il y a plusieurs gouvernements qui, à mon avis, cherchent des quick wins puis des quick fix en allant vers des investissements dans l'éolien puis dans le solaire, mais clairement que ça ne marche pas à ce point-là. Et plutôt que de mettre, j'avais des stats, là, on voyait, je pense que c'était durant la période en 2021, là, il y avait eu pour 350 milliards de dollars US qui avaient été investis dans l'énergie solaire et éolienne par rapport à 24 milliards de dollars US dans le secteur nucléaire. Donc on voit la disparité 350 versus 24. Le secteur nucléaire est clairement plus sur le long terme, à mon avis, alors que le solaire et l'éolien, comme on l'a dit, c'est un petit peu des solutions rapides. Ils n'ont pas, encore une fois, fait énormément leurs preuves dans le temps comme étant une base solide là, dans la fameuse power grid, comme je le répète depuis tout à l'heure. Donc, clairement, il y a un intérêt. Moi, je vois vraiment ça comme un besoin très axé, comme je l'ai mentionné, sur l'Europe. Je pense qu'en fait, il n'y a plus le choix et c'est là où la position de la France, et je sais que Gab va pouvoir en parler un petit peu plus, est assez intéressante là-dessus, par rapport à la position de l'Allemagne qui est allée complètement dans l'autre sens avec l'arrêt, si je ne me trompe pas, complet là, de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Ta vision, puis je te lance la parole par la suite, Gab. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un débat? Pourquoi est-ce que l'énergie nucléaire n'est pas forcément une garantie de succès comme peut l'être plusieurs autres énergies qui sont renouvelables et qui ne polluent pas beaucoup ou n'émettent pas du moins de gaz à effet de serre en grande quantité? Euh, c'est beaucoup lié aux fameux déchets nucléaires et la gestion des déchets nucléaires, également le risque stratégique de ces centrales-là, comme on l'a vu avec Zaporizhzhia en Ukraine, comme on l'a vu également avec Tchernobyl. Donc, je pense qu'il y a un doute sur la capacité de, gérer les nuclear waste, mais également la capacité de gérer ces infrastructures-là dans le temps, sachant que c'est quelque chose qui est à risque, qui peut mettre à risque en fait l'humanité en entier si c'est mal géré, et ce n'est pas quelque chose qui va durer pendant 10 ans. Si on investit dans une centrale nucléaire et que ça dure pendant 50, 100, 150 ans, peu importe le temps qu'une centrale peut durer sans avoir d'investissement massif, on le voit que ça peut vieillir assez vite et assez mal, ce genre de centrale-là, s'il n'y a pas des investissements qui sont faits, s'il n'y a pas de nouveaux développements également qui sont faits dans la technologie. Je pense que c'est là où il y a quand même des doutes. Ça ne peut pas nécessairement être mis dans les mains de n'importe qui, n'importe quand. Et c'est tous les pays qui ont la capacité, et ce n'est pas non plus l'agence internationale, le nom m'échappe complet, là, de l'énergie nucléaire, qui peut réellement le protéger. On l'a vu avec l'intervention qu'ils ont eue liée à Tchernobyl au début de l'invasion en Ukraine, mais également avec ce qui se passe à Zaporizhzhia. Ils ont un impact sur la capacité de maintenir ces centrales-là fonctionnelles et de ne pas faire en sorte que ça devienne un point stratégique comme une arme en fait de guerre. Mais clairement qu'il y a quand même un certain doute à ce que ce genre d'énergie-là, non pas pour sa capacité à fournir de l'énergie solide, là, qui est stable, qui est renouvelable et qui n'émet pas de gaz à effet de serre, ça tout à fait. Mais je pense que les wastes et également le fait que ça devient quand même un pion stratégique dans n'importe quelle forme de conflit, je pense que c'est peut-être là, moi, du moins, les problématiques que j'ai avec ça. Tu vas dire, je parle en tant que Canadien qui utilise de l'eau pour permettre d'avoir du courant, certes. Là, je comprends que je n'ai pas nécessairement ce problème-là à gérer. Je n'ai pas la même urgence non plus à considérer l'énergie nucléaire dans ma power grid, comme c'est le cas en Europe. Mais clairement qu'il y a quand même des bonnes questions et des bons débats de société à avoir là-dessus. Alors, comme on est dans un place au débat, comme tu le sais, JP, je vais pas comment dire, je vais quand même me lâcher, on va dire. Je vais pas non plus être, on n'est pas non plus en free fight, mais faut comment dire amener des arguments, on va dire intéressants peut-être des deux côtés, puis se relancer. Bon, d'abord, si l'Office québécois de la langue française, qui sont les garants, on va dire, de la langue française, nous écoute, sachez-le, JPC, c'est quoi? Déchet nucléaire, c'est pas un waste, hein, c'est déchet nucléaire. Bref, on comprend la terminologie, donc ne nous attaquez pas en justice. On a déjà bien assez de problèmes comme ça.
Bref, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est étonnant que tu précises que Canadien, on n'a pas de l'énergie atomique, alors que pourtant le Canada, le On en a, quatrième, mais pas au on a, Québec. au Au Québec. Québec non. C'est ça que Voilà. j'ai dit. Au Au Québec, on en a plus. Canada, Le on a le Canada, ils 4, en ont. on a même la quatrième plus grosse centrale au monde, qui est la centrale de Bruce, qui est à environ à 250 à 300 km à l'ouest de Toronto, sur le lac Au total, Huron. si je me trompe pas, on n'a pas plus qu'une dizaine. Ah non, Oui, on en a, on en a peut-être une grosse, mais on n'a pas plus qu'une dizaine de centrales à travers l'ensemble du Canada, surtout dans les provinces, comme je dis, excluant le Québec présentement. exactement. Mais ça, c'est en effet, tu as raison. Et par contre, c'est vrai que la centrale que j'ai mentionnée, la centrale de Bruce, c'est l'une des plus grosses du monde, avec, je crois, 8 réacteurs environ. Enfin, si je me trompe pas, c'est règle de 3 là. Un réacteur nucléaire génère environ 1000 mégawattheures à peu près au niveau de la puissance. Là. S'il y a des experts en physique nucléaire ou en énergie atomique qui nous écoutent, qui soient en tout cas de n'importe quel pays ou de l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est celle que tu précisais avant, et ben ces derniers, en fait, c'est ça. C'est à peu près 1000, donc on est environ à peu près 6000 à 8000 mégawattheures pardon, de puissance sur cette centrale-là. Euh, Ce qui est intéressant, en fait, c'est pourquoi je voulais faire un sujet là-dessus. Et puis, comme je te dis, là, j'enlève le time-out place au débat. Là, puis on va revenir sur un caractère plus cool. L'idée, ce qui m'intéressait, c'est vrai, c'est qu'en ce moment, on commence à revoir de plus en plus de pays qui, après avoir mis, on va dire, un peu en pause leurs investissements dans l'énergie nucléaire suite à la catastrophe, vous le savez, de Fukushima, donc il y a plus de 10 ans, hein, puisque je crois que c'était il y a 15 ans, en 2008, si je me trompe pas. Et évidemment, cette catastrophe-là avait évidemment choqué le monde, puisqu'on se disait, mon Dieu, ça y est, Tchernobyl, c'était pas que en URSS. Et effectivement, il y a eu d'autres accidents que ce sont. Il faut noter quand même que le bilan, on va dire, humain de la catastrophe de Fukushima reste quand même très limité. Le nombre on va dire, de problèmes, je veux dire, de fuites radioactives est très limité. Hein. On parle évidemment je crois que c'était à peu près une cinquantaine de morts des radiations hein, sur la catastrophe de Fukushima. Certains diront oui, il peut y avoir des conséquences à long terme. Effectivement, c'est vrai que ça peut être évidemment catastrophique sur le long terme. On l'a bien vu d'ailleurs dans l'Ukraine et au Bélarus après la catastrophe de Tchernobyl. Eh ben, il y a eu des dizaines de milliers de morts aussi après coup. Donc, par exemple, des cancers de la thyroïde qui se sont déclarés très tôt, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que l'énergie atomique, effectivement, revient dans les vents, dans les poupes. Alors, contrairement à ce que tu disais, JP, ce n'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie propre. Parce que renouvelable, ça veut dire qu'elle se régénère automatiquement. C'est une énergie propre parce qu'elle ne pollue pas, elle ne génère pas de CO2. Mais tu l'as bien dit, elle vient avec un inconvénient majeur, c'est la question des déchets nucléaires. Alors, tu as certaines solutions qui ont été préconisées, notamment l'enfouissement des déchets nucléaires, mais il semblerait que ce n'est pas encore une technologie parfaitement au point. D'ailleurs, il y a certains pays qui préfèrent tout simplement, on va dire, les conserver dans des réservoirs spéciaux. D'autres préfèrent effectivement certains pays comme par exemple la France qui a voulu lancer, et les États-Unis aussi dans le Colorado, qui ont voulu lancer de grands chantiers de construction de sites d'enfouissement de déchets nucléaires, donc en sous-sol, donc à plusieurs centaines de mètres dans le sol. Bah, c'est là où tu foutrais les déchets, puis comme ça au moins bah, tu les mets dans un stockage approprié, puis éviter évidemment qu'ils se fassent démolir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être effectivement une solution. L'avantage, évidemment, gros avantage du nucléaire, c'est comme tu l'as dit, ce nucléaire-là, il est quand même propre, il ne génère pas de CO2. Ce qu'on voit dans les fameuses cheminées des centrales nucléaires, il ne s'agit pas de CO2, il s'agit de vapeur d'eau, en fait. Donc, une centrale nucléaire, elle fonctionne effectivement avec la combustion, en fait, avec un principe qui s'appelle la réaction en chaîne, qui consiste à projeter à mon souvenir, ce sont des protons dans des noyaux d'uranium, et ces noyaux d'uranium régénèrent d'autres protons qui refoncent évidemment sur d'autres atomes, et ça crée toute une énergie, on va dire, très importante. Là, pour le coup, vraiment désolé, c'est niveau chimie première, là, je suis pas non plus un expert là-dedans, là, mais c'est cette énergie-là qui crée une très grande chaleur et qui, comme la plupart des énergies, vous le savez, fait tourner une turbine à vapeur. Et cette turbine à vapeur, c'est elle qui génère l'électricité. Donc c'est un peu comme
une dynamo de vélo, sauf qu'au lieu d'être une dynamo, bah, c'est une turbine à vapeur, avec de la vapeur d'eau qui génère évidemment l'électricité. La question est de vraiment de contrôler cette source d'énergie nucléaire, hein, donc cette espèce d'îlot de chaleur, via avec donc le fluide nucléaire, on appelle ça le combustible nucléaire, ou fuel rod en anglais, avec d'intenses, comment dire, avec d'autres matériaux, donc notamment du bore, qui sert en fait de ralentisseur à la réaction nucléaire, qu'on appelle via des barres de contrôle ou des control rods en anglais. Donc, c'est l'idée principale, de la réaction nucléaire, en fait, c'est tout simplement de maîtriser en fait la réaction en chaîne et faire en sorte, on va dire, que le réacteur naturellement conserve un niveau de puissance relativement stable. Comme tu l'as vu, bah, par exemple, dans la série Tchernobyl, qui est très bonne d'ailleurs, que je peux recommander, et ben, cette dernière, évidemment, a été complètement mal maîtrisée, évidemment, dans les catastrophes nucléaires majeures. Dans le cas de Tchernobyl, tu le sais, c'est tout simplement une expérience en fait qui a complètement foiré et qui a rendu le réacteur très instable. Et dans le cas de Fukushima, bah, c'est tout simplement un tsunami qui est arrivé sur le réacteur et qui a pété l'approvisionnement en eau en fait dans le réacteur, parce que ce réacteur est refroidi par de l'eau et génère de l'énergie par de l'eau. Alors c'est un peu, c'est très magique et ce qui est intéressant évidemment, c'est que bah, c'est ça, c'est que évidemment ce côté propre évidemment a des avantages et peut être intéressant évidemment dans le mix évidemment de transition énergétique. Ça peut être un outil en plus que les autres énergies renouvelables justement pour avoir un mix un peu plus propre, on va dire ça comme ça. Exact. Puis, tu sais, je pense, je lisais quand même le fait qu'il parle que ça risque de doubler d'ici 2050. Là. Il vit, je pense, que c'est du 390 gigawatts actuellement qui sont produits. Là. Ça, c'est les stats de l'AIEA, comme tu mentionnais justement. On parle de 875 gigawatts qui arrivera en 2050. Je l'ai mentionné, la Chine embarque beaucoup là-dedans, la Corée du Sud également, comme je l'ai nommé tout à l'heure. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver au fait de peut-être exclure les investissements massifs dans le nucléaire. Je pense que le point vraiment, vu que c'est une énergie qui va apporter et qui apporte déjà beaucoup pour ceux qui sont en place sur le long terme, à mon avis, je pense que c'est là que ça prend toute sa valeur de si on n'investit pas maintenant, ben, il va être un peu trop tard pour le mettre en place. Je pense que c'est là où tout le débat en Europe avait lieu. Je crois que, bon, avec le leadership de la France qui avait déjà une mainmise quand même assez solide là-dessus, il y a un intérêt qui risque d'être à être transfrontalier à un certain point. Là. Mais je trouve ça quand même assez intéressant. Ça permet aussi d'avoir une forme de sécurité et d'indépendance énergétique. On s'entend que tu l'as mentionné, les pays qui ont leur propre centrale, ben, c'est une forme d'autosuffisance quand même assez pertinente et c'est un bloc d'énergie qui est quand même assez considérable dans le besoin quotidien d'une nation. Là. Donc ça, je pense qu'il y a un intérêt également là-dessus, au-delà de juste vouloir par la suite faire l'exportation des surplus. Là. Je pense que c'est une source qui est tout à fait logique. Je regardais les stats, là, on parle en termes de production d'électricité dans le monde. Là, le charbon est à 36,7%, je pense que c'est les stats de 2021 de l'Agence internationale de l'énergie également. Le gaz naturel est à du 23,5%, l'hydroélectricité à du 16%, puis le nucléaire est à 10,3%, donc la quatrième source d'énergie. On parle par la suite de, justement, l'éolien était dans du 8,2 avec le solaire. Donc, clairement qu'il y a quand même un manque à gagner. Il y a de l'intérêt qui peut arriver. Maintenant, est-ce que l'argent et les contributions des gouvernements vont également entrer en ligne de compte? Parce que c'est quelque chose qui est très difficile à faire uniquement au privé, à mon avis, là, parce que les sommes sont considérables. C'est ce qui est intéressant à voir, je pense, dans les prochaines années. Je ne sais pas si tu as plus d'informations, Gab, sur ce qui s'est passé côté politique, là, à part le débat des mises en chantier et tout, ou est-ce que l'Allemagne ferait peut-être volte-face là, par rapport à leurs décisions. Je pense que c'est là où ça devient un petit peu compliqué. C'est sûr que si on va plus loin, on peut parler de la position d'avoir une indépendance pour l'Europe par rapport à la Russie, là, qui est quelque chose qu'on a parlé depuis à maintes reprises, là, depuis le début du conflit ou de l'invasion en Ukraine. Clairement que ça peut éviter là, le besoin d'avoir le fameux gaz naturel qui est envoyé par pipeline vers l'Europe, dont un des points d'entrée était en Allemagne, justement. Là. Donc, je crois que cet intérêt-là vers le nucléaire est un élément clé vers non seulement le fait de se retirer un peu de l'impact russe, mais également, je pense que c'est quelque chose qui est pertinent dans 50 ans aussi. C'est pas demain que la dépendance européenne envers la Russie, je pense on en parlait dans un des épisodes, mais je pense que les États-Unis ont toujours encouragé à ce que l'Europe réalise à un moment donné que c'était peut-être pas nécessairement bon d'avoir la Russie comme principal fournisseur d'énergie. Là. Donc, je pense que c'est là que ça peut rentrer également en ligne de compte, que c'est peut-être le moment de mettre un pied à terre et de vraiment investir dans le nucléaire malgré les coûts, etc.
Maintenant, on l'a dit, le débat social n'est pas terminé. Je pense que tu l'as mieux expliqué que ce que je pensais, Gab, au niveau de la gestion des déchets nucléaires. Et je ne dirai plus le terme waste, sinon je sais très bien que tu vas faire la route jusqu'à Là, chez moi pour m'envoyer c'est une pas moi, claque, là. c'est l'Office québécois de la langue française là, qui surveille effectivement que tout soit francisé Absolument, partout au absolument. Québec. Abs- Sachez-le, un ab- parking c'est illégal. Alors, au Québec, c'est un stationnement. Hein, bon, bref. Absolument. Mais Donc, ça, c'était une aparté, mais tout ça pour dire que, effectivement, là, je pense que le nucléaire fait son sens. Il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que ça puisse devenir quelque chose qui est un bloc aussi stable et en fait un élément de remplacement vers, espérons-le, la transition du charbon, également du gaz naturel, ah, surtout du charbon, là. Tu sais que s'il y a 36% de l'électricité mondiale qui est faite sur le charbon, à un certain point, il faut penser à essayer de faire autre chose, et c'est des investissements dans des pays qui en consomment énormément, comme la Chine, et potentiellement aussi l'Inde à un certain point, là, qui prend son sens, qui m'aiderait couper dans ce qui fait réellement mal au niveau des émissions de gaz à effet de serre là, dans la production d'électricité, là. ouais, après, si je peux rajouter effectivement quelques petits points là-dessus, comme tu l'as dit, c'est vrai que ceux qui investissent énormément aujourd'hui dans l'énergie atomique, bah, c'est avant tout les pays émergents, et tu l'as mentionné, évidemment, la Chine, c'est le nouveau champion évidemment du nucléaire, et ils ont évidemment augmenté de manière significative leur part de leur mix qui provient du nucléaire, en adoptant d'ailleurs des technologies occidentales au lieu d'aller vers peut-être des technologies qui ne sont pas très chères. Là. Ce sont notamment les fameux réacteurs à eau pressurisée, qui sont typiquement les réacteurs qui ont été construits par les Américains début des années 60. Donc, ce sont des réacteurs qui contiennent une enceinte de confinement et qui fonctionnent directement avec un refroidisseur à eau. Là. Donc, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails, là, mais ce qui est intéressant, c'est que cette technologie-là, elle est quand même relativement peu onéreuse versus les nouveaux réacteurs qui, eux, peuvent promettre évidemment des puissances un peu plus intéressantes, notamment le fameux EPR, le European Pressurized Reactor, dont un exemplaire, je crois, est disponible en Finlande, si je ne me trompe pas. Et vous le savez, donc ceux qui détestent le nucléaire vont rager dans les commentaires à ce moment-là. Et j'accepte, je veux dire, c'est votre droit, évidemment, de critiquer telle chose ou telle chose. D'ailleurs, vos passants n'est pas sponsorisé par personne, hein, sachez-le, ouais, c'est plus notre opinion, vous le savez. Et ben ce fameux EPR est en cours de construction en France, à la centrale de Flamanville, donc en Normandie. Et évidemment, alors c'est là peut-être le point que tu as précisé très rapidement, mais le gros problème, c'est le coût. Hein. Évidemment, dans ces nouvelles technologies nucléaires coûtent extrêmement cher à développer. Le fameux EPR de Flamanville était censé coûter pour un réacteur 2 milliards. Bon, on est rendu à 13, donc je pense que le calcul est vite fait. Et évidemment, il y a eu des erreurs dès le départ, plutôt de conception. Mais ces erreurs-là, elles ont plus été réparées. On va dire, on a préféré prendre une approche évidemment prudente, évidemment, en France, de dire, bon, nous, on veut éviter toute catastrophe nucléaire, donc évidemment, on préfère mettre le paquet, puis évidemment, éviter de payer les coûts. Le problème aussi au niveau du coût, et ça, je pense, c'est plus le coût en Europe, et ben, c'est que pendant des années, on a malheureusement un peu bâché cette technologie, parce qu'on avait le côté Fukushima qui disait, ah bah non, faut pas mettre de nucléaire, faut remplacer par de l'énergie éolienne ou de l'énergie solaire, puis on se rend compte que malheureusement, bah, ça suffira pas, si tu veux, à faire face aux enjeux énergétiques de demain. Et donc, on a perdu un peu notre maîtrise, si tu veux, notre capacité à faire du nucléaire en grande production, comme ça a été le cas, en fait, sous notre, peut-être le plus grand français de tous les temps. On va voir si t'es fort. JP? Là, j'essaie de faire un try to get. Charles de Gaulle, monsieur. C'est le général de Gaulle, rappelons-le. C'était lui qui avait lancé, on va dire, vraiment le développement de la technologie nucléaire française civile, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on avait une vraie maîtrise, on va dire, en France, tu vois, de la création en grande série de réacteurs nucléaires. Et d'ailleurs, beaucoup de réacteurs datent de cette époque. Certains ont été fermés, d'autres ont été rénovés et retapés au fur et à mesure des années. Certains fonctionnent toujours. D'ailleurs, ils ont été récemment, il y a eu toute une vague de remplacement de réacteurs nucléaires qui sont tombés malheureusement au pire moment, ce qui fait qu'effectivement, la production énergétique était vraiment ralentie en Europe. L'autre facteur, effectivement, c'est l'intégration aujourd'hui du marché commun de l'énergie en Europe. Parce que aujourd'hui et maintenant, la plupart des pays européens, à l'exception, je crois, des pays ibériques, donc de l'Espagne et le Portugal,
partagent leurs réserves, la supply, et là, pardon, je m'excuse, je me souviens plus du terme, l'offre, pardon, l'offre d'électricité de manière commune avec tous les pays de l'Union européenne. Et ça, ce marché européen d'énergie, théoriquement, il est censé partager effectivement la production énergétique commune à l'Europe. Dans les faits, bon, ça fait que, en particulier, les pays qui sont excédentaires au niveau de leur production peuvent envoyer vers des pays qui sont en manque chronique d'électricité. Alors, c'est vrai que ça a posé problème effectivement pendant comment dire, la première partie de la guerre en Ukraine, donc en 2000, l'année passée, donc en 2022. On se retrouvait à ce que la France se retrouve en manque d'électricité, malheureusement pour compenser effectivement pour l'Allemagne qui pour le coup était vraiment embêtée parce qu'elle était au gaz naturel. Donc c'est vrai que c'était très embêtant. Puis eux, évidemment, tu le sais, ils ont beaucoup plus une production basée sur le charbon, alors que la France est à plus de 70% au nucléaire. Donc il y a quasiment une domination évidemment du nucléaire en France. En revanche, il y a plein d'autres pays aussi qui sont très dépendants du nucléaire, notamment le Royaume-Uni, comme tu le sais. Il y a un pays, je crois, du Benelux aussi, ils font beaucoup de nucléaire, etc. La Suisse aussi, je crois, en fait. Donc c'est quand même intéressant, tu vois, qu'aujourd'hui, il y a un vrai appétit, notamment aux États-Unis, qui aux États-Unis, eux, ont complètement, après Three Mile Island, mis en pause leur expansion du nucléaire. Ils commencent à se réintéresser. Ils s'intéressent, et là je terminerai là-dessus, sur une technologie qui, je pense, va changer le monde, au-delà de SpaceX, comme toi t'adores. C'est la fusion nucléaire qui, je pense, va être le stade au-dessus, on va dire, de tout ça, qui est une technologie qui, évidemment, va mettre plusieurs centaines d'années à être développée, mais qui nous permettrait, avec même pas 1% de l'uranium qu'on consomme aujourd'hui, de pouvoir régénérer en fait de l'énergie de manière quasiment illimitée. Donc je pense que c'est là la vraie révolution. Bon, par contre, ça va nous prendre encore quelques années à se rendre là. Ça sonne un peu à la Avengers là, pour terminer le segment, là, mais bref, à suivre. On a bien au-delà dépassé là, ce que je pensais qu'on allait parler au niveau du nucléaire, donc assez intéressant, mais passons en force vers le deuxième segment là, que j'ai proposé, le Au son de la cloche. Parfait. Donc, j'avais introduit un peu, puis on avait mentionné, là, on va faire appel au patriotisme français. On veut parler de LVMH. On aime faire des. Surtout dans les périodes où il y a peut-être un peu des nouvelles qui deviennent un peu redondantes là, dans l'actualité. Là, on aime bien faire des petites analyses de compagnie rapides. Je pense que LVMH, on n'en avait pas beaucoup parlé, même dans l'ensemble du podcast, là, même au-delà des analyses de compagnie. Reste une compagnie massive. On parle du 11e plus grande market cap, là, 11e plus grande compagnie en termes de market cap présentement, là, entre Visa qui est 10e puis TSMC qui est 12e. On parle du numéro 1 de l'industrie du luxe également en termes de chiffre d'affaires. Donc LVMH, là, qui est fondé en 1987, là, reste une compagnie d'envergure. Son PDG, son président directeur général, Bernard Arnault, est présentement, je pense, toujours la personne qui est considérée comme étant la plus riche au monde. Ce qui n'est pas peu dire également. Et c'est une compagnie qui, de par ses 7 pôles d'activité, et même on en parlait un peu en off, là, c'est presque étonnant de voir, on reconnaît tellement les compagnies qui font partie de leur portefeuille qu'on oublie presque certaines industries dans lesquelles ils se retrouvent. Donc, on a les vins spiritueux avec des compagnies, j'en nomme quelques-unes, mais on a comme NSI, la mode avec les Christian Dior, les Givenchy, les Louis Vuitton, justement, les parfums avec Jean Patou, les montres, on en parle un peu en off, mais celle que tu montrais, Gab, n'avait aucun rapport avec ça. On parle de Hublot et de Tag Heuer. La distribution avec les magasins Sephora, l'hôtellerie avec les hôtels Cheval Blanc, les médias avec le Parisien, qui a d'ailleurs eu un investissement quand même assez massif tout récemment, justement, de la part de LVMH dans le groupe Le Parisien. On parle de Tiffany & Co également, qui a eu une acquisition, là, je pense, assez conclue en octobre 2020. Quand même assez intéressant d'ailleurs, cette histoire-là. On pourra peut-être en parler un petit peu plus là, après l'annonce initiale en novembre 2019, là, qui était pour un montant, je pense, de 16,2 milliards de dollars. Finalement, il y a eu le gel lié à la COVID, à la COVID-19, justement, là, qui a amené le fait que le deal a failli tomber pour finalement se conclure avec un montant là, de 425 millions de moins que le fameux 16,2 milliards initial. Bref, tout ça pour dire que c'est une compagnie qui est très active, qui continue d'augmenter son portefeuille, qui continue, encore une fois, d'avoir des compagnies fortement rentables dans les biens de luxe. Puis comme on l'a dit, cette compagnie listée-là ne se porte pas mal du tout et Bernard Arnault
la gère d'une main de main jusqu'à preuve du contraire. Là, et les revenus, les assets, les profits restent quand même assez intéressants. J'ai les données malheureusement en dollars US. Je sais que vous pourrez continuer à mettre des commentaires de haine dans les zones de commentaires si vous le voulez. Là, Là, aujourd'hui, JP, il tend le la, bateau pour se faire battre, là. la lignée est bonne, là, mais en 2022, on parle je pense, des revenus autour de 75,9 milliards de dollars US, des assets, on parle de 142 milliards et des profits de 14,2 milliards de dollars US. Gab, tu parleras plus dans le détail en euros pour calmer tout le monde, mais je pense que c'est quand même assez pertinent. C'est une compagnie, encore une fois, un conglomérat de brands qui fonctionne à ce point-là. Très intéressant et surtout d'avoir accès à 100% sur des différentes industries, différents secteurs qui sont reconnus là, justement pour être avec des marges quand même plutôt intéressantes. On va parler de certaines marques, ils font des excellentes marges. Je pense que c'est un modèle que je n'aurais pas cru qui aurait pu amener une compagnie à être justement classée 11e mondial en termes de market cap et avoir comme CEO, comme PDG, justement la personne la plus riche au monde. Ça reste fortement impressionnant et ça montre encore une fois tout le savoir et toute l'espèce de business savviness qui peut exister dans le monde français, justement des affaires. De manière très mixte, là, à la fois pour des compagnies qui sont lancées et qui font affaire dans une seule industrie, mais d'un portefeuille de brands, je pense que ça montre, encore une fois, ce sont des genres de conglomérats et de compagnies qui ont une complexité significative en termes de gestion et surtout pour la croissance. Donc, pour qu'une compagnie se porte comme ça et ait un bassin d'investisseurs qui continue de croître et qui continue d'être très fervent de cette compagnie-là, même si oui, il y a un dividende intéressant et tout, ça, certes, mais ça reste quand même assez beau de voir que la croissance est là et que ça continue à aller dans la bonne direction malgré le modèle d'affaires qui, sur papier, à mon avis, peut-être, et là, ce n'est pas un place au débat, mais devrait stagner à un certain point. C'est beau acquérir de nouvelles compagnies, mais ça reste un modèle où la croissance, surtout dans un monde où les comparables sont de plus en plus complexes, c'est quand même assez impressionnant de voir la tangente qu'il y a pour cette compagnie-là dans les dernières années et surtout dans les derniers mois aussi. Là. Non, bah après, c'est vrai que c'est aussi LVMH un symbole. C'est un symbole évidemment de la marque et de la réputation, on va dire, de la France à travers le monde, hein, puisque ce sont des maisons évidemment de très grands noms. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce genre de compagnies se sont très bien portées en fait de manière perpétuelle en fait depuis des centaines d'années, puisque le luxe en fait est un secteur très résilient. D'ailleurs, je crois qu'on appelle ça des biens de JSN, si je ne me trompe pas, en économie. Donc, ce sont des biens qui, leur intérêt, la demande augmente avec le prix. C'est un peu ça. Tu crées un espèce d'appétit, évidemment, pour des produits, évidemment d'exception et des produits, évidemment, très chers. Et donc, du coup, par définition, très rentables. Parce qu'évidemment, ce qui fait la réputation, évidemment, d'un objet, évidemment, ou de beaux objets ou de beaux produits, bah, c'est évidemment son branding, sa reconnaissance à l'international, le côté, le nom de la marque est très puissant, évidemment. Alors, tu as mentionné, évidemment, Louis Vuitton. Évidemment, je pense on sait tous c'est quoi Louis Vuitton, là. Donc, c'est normalement des vêtements, évidemment, de très grande qualité, de très grand luxe, évidemment, avec des boutiques à travers le monde aussi qui ne désemplissent pas. Je suis toujours très surpris. Je ne sais pas si toi, JP, tu as eu l'occasion peut-être d'aller te promener à l'époque de tes péripéties en Europe sur les Champs-Élysées, mais je suis toujours très surpris à chaque fois de la queue qu'il y a devant les boutiques Louis Vuitton ou même dans les galeries Lafayette à Paris, là, parce qu'ils ont des mini des pop-up shops, là, je sais pas comment on appelle ça, là, des petits points de vente. Là. Et à chaque fois, ça se désemplit pas, et c'est notamment des marques qui, effectivement, où tu vois que maintenant les gens adorent ça, surtout les touristes, notamment asiatiques, sont très friands, évidemment, des produits, évidemment, de Louis Vuitton. Alors, pour moi, je pense que tu es déjà comme investisseur, tu le vois comme ça. Est-ce que tu vois qu'il y a une vraie demande? Bah oui, la réponse est oui. Et est-ce qu'il y a des marges? Bah oui, il y a des marges et elles sont assez monstrueuses, hein, puisque on le sait que d'ailleurs, dans le segment de la mode, marge à peu près à 50%. C'est quasiment ça. Et là, je parle de marge, on va dire, après intérêt, mais avant impôt. Donc, c'est le EB. En fait, c'est en EBIT, pardon. Donc, c'est avant intérêt et avant impôt. Là. Donc, c'est quasiment 50%. Puis, tu vois, dans leurs autres segments, donc je pense que tu l'avais mentionné aussi, dans tout ce qui est les alcools, donc les vins et les spiritueux, ils margent aussi à peu près à 25%. Donc, ce qui reste évidemment énorme. Aussi, et tu l'as mentionné aussi, beaucoup de métiers, donc notamment dans le parfum. Le parfum marge un peu moins parce que ça reste évidemment un produit un peu plus accessible à beaucoup plus de personnes, puisque bon,
On a eu d'ailleurs ce débat avec quelqu'un, je pense que tu reconnaîtras JP, je pense que c'est une private joke là, mais le parfum est rendu aujourd'hui un produit de détail aussi par rapport aux autres produits de luxe, c'est quand même beaucoup plus abordable, même si quand même assez cher quand même. Tu vois, tout ce qui est évidemment dans l'horlogerie, donc je t'en parlais en off juste après, ben, l'horlogerie est quand même une technologie qui est quand même assez complexe et assez onéreuse, et ce qui fait que, ben, en fait, de manière générale, c'est pas non plus le segment, tout ce qui est joaillerie et produits de montre, ben, ça fait que c'est pas non plus le plus rentable chez LVMH, compter à peu près 25% aussi de marge, mais bon, tu vas me dire, c'est quand même, ça reste assez intéressant. C'est un peu plus complexe parce que tout ce qui est joaillerie, évidemment, coûte évidemment très cher, évidemment, à la production, évidemment, surtout à tout ce qui est les montres à mentionner, les deux grandes maisons de LVMH au niveau de l'horlogerie, donc Hublot, qui sont pas des jolies montres. Si vous vous intéressez aux montres, c'est pas ça, il faut pas aller sur du Hublot. Mais Tiger, évidemment, une marque évidemment très intéressante avec des très beaux modèles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, ils ont quand même dans chacune de leurs segments, eh ben, ils ont des champions en fait. Et c'est difficile de leur trouver quelque chose. Et d'ailleurs, en termes de compétition, bah, les autres compétiteurs ont à peu près le même business model. Je t'ai mentionné, je pense que c'était Kering, leur compétiteur principal, qui fait partie bah, d'une autre famille française très fortunée, qui est la famille Pinault, qui eux aussi, leur fortune évidemment est en plusieurs dizaines de milliards. La maison Christian Dior aussi, je crois, est à part. La maison Hermès aussi fait pas partie de tout ça. Mais c'est tous ces conglomérats français du luxe, évidemment, sont intéressants à suivre, surtout dans des périodes, on va dire, un peu plus incertaines, parce que ils continuent à avoir une demande assez persistante, et on voit que même dans des périodes où il y a un ralentissement économique, bah, ils continuent à fonctionner. C'est ça qui est intéressant. Petit point bémol, et là je reviens sur mon côté, on va dire, stock picker, etc. Ça demeure des compagnies qui coûtent très cher en termes de price earnings ratio. Soyez pas surpris de voir des PI de 30 fois. C'est comme ça, parce que c'est des compagnies aussi qui, comme tu l'as précisé, JP, ont un très gros appétit pour la fusion-acquisition. Tu as parlé du dernier deal, je pense, très important avec Tiffany, donc, qui est la fameuse bijouterie américaine qui est basée à New York, sur la 5e avenue. Et ben ça fait partie de la stratégie de LVMH de toujours vouloir acheter, etc. Et si je peux te donner un dernier point, et là je me tais parce que ça a été assez Gabriel Shaw aujourd'hui, ce qui est intéressant avec LVMH, et là, bon, pareil, vous pouvez critiquer dans les commentaires, je vous y autorise, et ben ça reste quand même une marque aussi, pardon, un groupe qui vraiment met vraiment de l'avant toute l'expertise, si tu veux, de la France dans des domaines, comment dire, très techniques, donc notamment dans la conception de vêtements de très haute qualité, de produits de beauté, de luxe, etc. Et je trouve qu'il contribue en fait très positivement à l'attractivité de la France en fait à l'international. Ça n'empêche que les gens connaissent tous Louis Vuitton, ils connaissent tous moi aussi le cognac Hennessy que tu as mentionné, ils connaissent tous les grandes maisons de champagne, notamment je crois que c'est le Veuve Clicquot qui leur appartient, le Château Latour ça leur appartient, donc ils sont des vins évidemment d'exception. Donc rien que pour ça, bah merci Bernard Arnault. Là tu as mis évidemment de l'avant des très grandes compagnies et des très grands produits qui font la fierté, je pense, de notre pays. Donc, chapeau. Écoute, c'était beau à entendre. Ça conclut bien le podcast d'aujourd'hui. Donc, merci tout le monde. Merci tout le monde pour vos écoutes. Merci, Gab, comme à l'habitude, pour ta contribution. Ça fait plaisir. Vous pouvez nous retrouver, tout le monde, sur YouTube, comme à l'habitude. Donc, c'est une plateforme clé pour les commentaires. On l'a dit maintes fois aujourd'hui. Les critiques également. Donc, il nous fera plaisir de lire. Également, si le fils de la langue française veut m'envoyer une lettre, parce que clairement, ils ne sont pas encore digitales, n'hésitez pas. Donc, ça va me faire plaisir de vous partager directement mon adresse. Mais d'ici là, effectivement, là, si vous avez des commentaires, des idées de sujets ou quoi que ce soit, les mettre dans la zone commentaires. Gab, mais également dans la zone description, l'adresse courriel du podcast. Donc, vous pouvez également nous envoyer ces mêmes commentaires-là, suggestions, etc., opinions, là, de manière plus privée par ce moyen-là. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas également à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche également pour les notifications. Et sinon, pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez sur les plateformes audio, ça nous fait toujours plaisir également de voir ça. Nos stats sont toujours super intéressantes sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Overcast, sur Deezer, etc. De mieux en mieux également au niveau des zones commentaires et des systèmes de référencement. Vous pouvez vous abonner, mettre des likes également, n'importe quel système de gradation
aide beaucoup là, au niveau du référencement numérique. Et comme toujours, si vous avez apprécié le podcast, le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, c'est de contribuer à faire croître cette communauté, là, surtout avec le 3e anniversaire qui s'en vient, et de faire du bouche à oreille. C'est ce qui a créé justement la culture et ce groupement de personnes qui contribuent au podcast. C'est au-delà de nos attentes. On le mentionne depuis plusieurs années déjà, plusieurs mois, plusieurs épisodes. On n'a même plus le nombre, mais c'est ce qui a fait grandir ce podcast-là et on vous en remercie. Continuez à le faire, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. D'ici là, Gab, je te souhaite une très belle semaine et une très belle semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde. Salut.